Il existe des lieux sur Terre où l'air semble plus dense. Et où le murmure du passé résonne plus fort que le battement de notre propre cœur. Des endroits où la frontière entre le possible et l'inimaginable s'amince jusqu'à devenir un fil. Invisible, ils nous pouvaient nous demander. Les anciens savaient-ils ce qui nous est caché? Ont-ils pu créer des choses que nous comprenons à peine aujourd'hui, non plus avec des outils familiers établis avec des principes perdus dans le temps? Des recettes de métal insusceptibles de rouille pendant des millénaires. Des méthodes pour faire disparaître une montagne entière. Ne laissant qu'une forme parfaite de temple taillé dans le vide. Des secrets maintenus une pierre massive au lèvres comme par un sortilège oublié. Les réponses peut-être résident profondément dans l'obscurité. Les rouleaux de lumière ne pas encore touché les symboles anciens des pièges attendent ceux qui oseront chercher, au cœur du marais indien parmi les majestueuses falaises des Lords. Se cache un temple qui intrigue même les chercheurs les plus expérimentés de mystères anciens. Le temple de Kelazé, un lieu où une montagne entière de granit était transformée en un complexe monolithique colossal, qui semble avoir été créé non plus par des efforts humains, mais par des êtres possédant des technologies avancées voire futuristes. Chaque détail de ce complexe suscite une profonde stupéfaction. L'ensemble du temple du Tuerbal était taillé dans un unique massif rocheux, en commençant par le sommet que descendant. Ce qui diffère radicalement des méthodes de construction habituelles. Imaginez la création n'a pas commencé par le bas comme cela se produit habituellement, mais directement depuis le point le plus élevé d'un immense plateau basaltique. Plus de 40 pieds d'auteur. C'est là que les anciens maîtres ont entrepris l'enlèvement méticuleux de milliers de tonnes. Roches dures couche après couche descendant toujours plus bas, au lieu d'utiliser des blocs de construction séparés qui auraient pu être posés et déplacés. Une technologie unique de soustraction et qui emploie ici l'élimination de tout ce qui était superflu. L'ampleur du travail accompli est véritablement stupéfiante. Ainsi la seule salle centrale d'une longueur de plus de 130 pieds. Pour une largeur de plus de 65 pieds. Pour créer un espace aussi colossal, il a fallu extraire plus de 400 tonnes de pierre. Il est également remarquable que l'extraction de la roche n'ait pas été réalisée par étapes. Créer des pièces séparées mais comme un travail sur un monolithe unique. De plus tôt qu'une fissure sérieuse n'est apparue dans des structures de roche. Ce qui est une tâche extrêmement complexe même avec des outils modernes. Il est presque impossible de concevoir comment les bâtisseurs anciens, sans posséder d'outils tels que des scies diamantés de foreuses puissantes, ont réussi à travailler cette roche dure avec une telle virtuosité. Les murs sont ornés de bas-reliefs incroyablement complexes, dont l'auteur atteint par endroits 12 pieds. Tous les éléments sont sculptés avec une symétrie étonnante. On y trouve des scènes narratives entières issues des épopées hindoues. Des dizaines de colonnes habilement réalisent les figures géantes d'éléphants de lion. Le toit lui-même avec chacune de ses poutres et de ses corniches est sculpté avec une précision comparable à celle d'un travail d'orfèvre. Même aujourd'hui, après de nombreux siècles, il est pratiquement impossible de détecter des erreurs significatives. Tous les éléments s'assemblent avec une précision parfaite, comme si la conception avait été initialement réalisée à l'aide de modélisation informatique. Le plus intriguant est qu'aucun vestige des outils utilisés n'a été trouvé sur le site de construction. Il n'y a ni reste d'atelier ni fragment d'outre, ni même de traces d'échafaudage ou de support, comme si les maîtres étaient apparus de nulle part et avaient créé ce temple, puis avaient simplement disparu, se laisser derrière eux le moindre manuel pour les générations futures. Les nombreuses salles du complexe sont reliées entre elles par des tunnels et des passages menant différents niveaux. Les dimensions de certains de ces passages sont si grandes que des éléphants pourraient s'y déplacer librement ou que des cérémonies de grande envergure pourraient y être organisées. Le système de drainage mérite une attention particulière. Il est conçu de telle sorte que même pendant les pluies de mousson les plus intenses, toute l'eau de pluie est instantanément évacuée des espaces intérieurs du temple. Les légendes locales racontent que ce temple a été créé en seulement quelques années. Selon les calculs des archéologues, les réalisations de travaux d'une telle ampleur, même avec l'application de technologies modernes, auraient pris au moins 100 ans et auraient nécessité les efforts de milliers d'ingénieurs et de constructeurs qualifiés. Cependant, aucune preuve indique qu'une construction massive n'a été découverte et qu'il n'y a ni reste de grandes colonies de proximité ni sépultures d'ouvriers. Tout semble s'être manifesté d'un peu soudainement. L'une des énigmes les plus inexplicables de Kelazé est l'absence totale de traces d'étapes intermédiaires de construction. Dans les pratiques archéologiques, on rencontre souvent des structures inachevées partiellement détruites, mais ici, il n'y a qu'une seule salle non terminée et une seule zone traitée avec négligence. Toutes les surfaces des salles et des couloirs du temple sont finies avec la même minutie. Impeccable. On a l'impression que le créateur possédait un peu absolument précieux chaque étape du travail. Comme s'il suivait une technologie inconnue leur permettant de visualiser le résultat final. L'avance. En entrant dans les cours centrales, on a la sensation d'être transporté sur une autre planète. Les figures de granit de divinités et de créatures mythiques, les galeries à plusieurs niveaux. Les innombrables arches et sculptures forment une œuvre d'art qui semble impossible. Comme si elle était hors du temps. Mais si le temple de Kelazé donne l'impression d'un chef-d'œuvre architectural inégal,
Le lieu suivant recèle un mystère nous moins étrange qu'inexplicable. Lié non seulement au savoir-faire, mais aussi aux matériaux, un alliage que même les métallurgistes de jour sont incapables de reproduire. Au cœur de Delvic, sur le site de l'ancien complexe de Culminar, se trouve un objet qui attire des milliers de personnes des quatre coins du monde. Ce n'est ni un palais majestueux ni une statue d'or d'une vive première vue. Une colonne de fer tout à fait ordinaire, mesurant un peu plus de 23 pieds de hauteur et pesant plus de 6 tonnes. Cependant, ce renommé a depuis longtemps dépassé les frontières de l'Inde. Les raisons de cette célébrité ne résident pas dans ses dimensions, la somptuosité de ses finitions, mais dans l'unicité de son matériau et de son histoire ancienne. Cette colonne monumentale est à juste titre appelée une merveille de métallurgie antique et une énigme que les scientifiques ne parviennent toujours pas à résoudre. Les colonnes de fer se dressent sur ces bases de pierre depuis plus de 1500 ans. Sa surface d'une teinte sombre et légèrement rugueuse au toucher et recouverte d'inscriptions mystérieuses gravées. Sanskrit ancien, des milliers de mains ont touché ce métal ancien. Et quiconque le fait s'est posé la question: quel est le secret qui fait que, après tant de siècles, la colonne n'a pas subi le moindre corrosion? Chacun sait à quelle vitesse le fer ordinaire se dégrade sous l'effet des conditions atmosphériques. Plus les feux soleil brûlent, mais ce métal semble insensible au passage du temps et des dégradations au fil des siècles. Seule une fine couche semblable d'une patine ménète un signe de corrosion s'est formée à sa surface. Les méthodes de sa fabrication est les plus surprenantes. La colonne entière a été coulée d'une seule pièce de fer sans aucune soudure ni joint. De plus, sa composition chimique est littéralement stupéfiée les scientifiques. Elle est pratiquement exempte de soufre et de phosphore, des éléments qui rendent habituellement le fer fragile et vulnérable à la corrosion. En revanche, le métal contient un très fort pourcentage de fer, plus qu'un alliage inhabituel avec des inclusions de phosphore, et ces inclusions sont réparties dans des proportions strictement définies fixes. Les analyses menées dans des laboratoires modernes, y compris en Californie, ont montré que par sa résistance et son incroyable durabilité à la corrosion, cette colonne surpasse même les constructions métalliques les plus récentes du XIe siècle. Les habitants locaux racontent des légendes sur la colonne, les considérant comme magique. Selon une ancienne croyante, quiconque l'enlace en lui tournant le dos et parvient à toucher ses doigts aurait de la chance. De nombreux touristes tentent leur chance, ils se photographient côte débattent de qui réussir à remplir cette condition. Mais la véritable énigme de la création de cette colonne est bien plus intrigante que toutes les superstitions qui lui sont associées. À ce jour, aucune mention de ces méthodes de création n'a été découverte, et la mystérieuse recette du métal est considérée comme perdue. Aucun laboratoire moderne, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, n'a pu reproduire cette technologie sans l'utilisation d'additifs modernes. La question principale qui demeure sans réponse est la suivante: comme les anciens maîtres ont-ils réussi à faire fondre et purifier une quantité aussi colossale de fer? Sont disposés de fours électriques pour la fusion d'une colonne dont l'hauteur dépasse 23 pieds. Il était nécessaire de chauffer le métal à une température supérieure à 2300 degrés Fahrenheit, puis de le coucher avec succès dans un moule spécial et d'assurer un refroidissement de sens. Formation de fissures. Un téléphone travailleur requis d'immenses fours de fusion et un système complexe de soufflerie d'air continue. Cependant, ni trace de tels ateliers à grande échelle, ni reste de l'équipement auxiliaire nécessaire n'ont été découverts à proximité. La création d'une telle colonne n'était possible que grâce aux efforts combinés d'équipes entières de spécialistes autonomes qualifiés, forgeurs habiles, fondeurs expérimentés, maîtres de la fabrication de moules. Mais selon les normes du X siècle, auxquelles sont attribuées les premières constructions du complexe de Culminar, aucune civilisation connue de cette époque ne disposait d'un tel niveau de technologie de métallurgie. Au cours des différentes époques, la colonne attire l'attention des conquérants et elle intéresse les Arabes, des Mongols, et plus tard les militaires britanniques. Certains d'entre eux ont même tenté de le déplacer ou de les démonter, pensant que des trésors incalculables ou de puissants artefacts magiques pouvaient y être cachés. Cependant, le fer ancien était avéré inflexible. Même l'utilisation des outils les plus puissants disponibles à l'époque ne laissait que de petites indentations à sa surface. Pendant la période de domination britannique, des enthousiastes ont tenté de percer à trou dans les colonnes pour en extraire un échantillon de matériaux pour des recherches détaillées, mais ils ont brisé plusieurs forts et ont été contraints d'abandonner leur projet. Des archéologues et métallurgistes modernes ont examiné les colonnes utilisant des méthodes avancées de spectroscopie et d'analyse ultrasonique. Il s'est avéré que le métal possède une structure de microcristaux particulière, qu'il est impossible de reproduire même avec les technologies les plus modernes. Cette structure unique ne se forme que dans des conditions de refroidissement extrêmement longues. L'air libre sans aucune variation brusque de température, contrainte mécanique. Dans le cadre de la métallurgie traditionnelle, la création de telles conditions est pratiquement impossible. Surtout lorsqu'il s'agit d'objets d'une taille aussi gigantesque. Les inscriptions découvertes à la surface de la colonne racontent l'histoire d'un mystérieux roi nommé Chandragupta, qui, selon le texte, dédié cette colonne au dieu Vishnu. Mais ces écrits ont laissé bien plus de questions qu'ils n'ont apporté de réponses. Les historiens n'ont pas pu trouver de mention de la construction de tels objets dans les annales de l'époque correspondante. De plus,
Les échantillons de métaux prélevés sur d'autres structures de cette période sont absolument de similaires compositions, structures aux matériaux de cette colonne. Certains scientifiques penchent pour la version selon laquelle les colonnes étaient déplacées ici depuis un autre lieu encore plus ancien pour aucune information devrait être conservée ce jour. Pendant des milliers d'années, cette colonne est restée inébranlable, ni les guerres, ni les catastrophes naturelles, ni l'avance de l'urbanisation moderne n'ont pu le détruire, ni le mystère qui l'entoure. Le soif lorsque de longues ombres s'étendent sur la place. L'ancienne colonne métallique capte les derniers crayons du soleil vers ce moment. Il semble qu'elle ne recèle pas seulement des secrets de la métallurgie antique, mais aussi des connaissances inconnues, irrémédiablement perdues par une civilisation autrefois grande. Mais si les propriétés du métal du passé lointain provoquent toujours un sincère étonnement chez les scientifiques, le temple suivant recèle un mystère d'une toute autre nature. Une propriété physique. On a l'impression qu'à cet endroit, la gravité elle-même fonctionne selon des règles tout à fait différentes inconnues de nous. Le chemin traverse des terres brûlées par le soleil et passe devant d'anciennes portes-temples. Voilà qu'apparaît le temple de Virabhadra dans les petites localités de Lepakshi. Extérieurement, ce complexe temple semble tout à fait traditionnel, mur massif et statues classiques. Sculpture sur pierre habile. Mais à l'intérieur se cache un détail étonnant qui, depuis de nombreuses décennies, tourmente les esprits des scientifiques comme des voyageurs ordinaires. C'est une pierre, une colonne dont les bases ne touchent pas le sol. Comme si elle était en absenteur, ignorait les lois habituelles de la physique. Les guides du temple conduisent d'abord les visiteurs et les salles sacres que se trouve cette colonne, qui suscite une surprise totale. Entre ce base et le sol aux pierres, on voit une fine fente à travers laquelle une bande de lumière passe librement. Si l'on tente d'y glisser une feuille de papier ou même un morceau de tissu fin, il glisse facilement dans cet interstice comme dans un vide complet. Cette colonne pèse environ 2,5 tonnes, mesure un peu plus de 15 pieds d'auteur et d'un diamètre d'environ 2 pieds. Étonnamment, toute cette énorme masse ne repose que sur quelques minuscules points de contact avec le sol. Surface totale dépasse à peine celle d'un doigt posé. Il n'est peu surprenant que les habitants locaux considèrent cette pierre ce maudit vaisseau. Au contraire, dotée d'une puissance divine. Chaque année, des milliers de touristes cherchent à se rendre compte par eux-mêmes de l'existence de cette anomalie. Tôt le matin, après le lever du soleil, les salles est remplie de joie avec des lampes de poche. Des règles des smartphones, chacun veut vérifier personnellement l'inexplicable. Certains filment le sait. D'autres s'efforcent désespérément de se glisser sous la colonne pour vérifier personnellement. Il n'y a qu'aucun support était visible. Les desservants du temple n'entravent pas de telles expériences car depuis des dizaines d'années, des milliers de témoins constatent que cet effet est une réalité et non une illusion optique. Les écoliers indiens organisent même entre eux une sorte de compétition qui parviendrait à glisser le manuel le plus épais dans cet interstice. Pour les archéologues et les ingénieurs, le temple de Virabhadra est devenu un véritable casse-tête. Il ne s'agit pas seulement du fait que la colonne flotte dans l'air, elle supporte en outre une partie du poids du massif portail d'entrée voûté. Les calculs montrent que toute inclinaison, même minime, lors de son installation aurait inévitablement dû entraîner sur la destruction complète de toute la structure, soit au moins l'apparition de fissures sérieuses. Cependant, le temple a déjà plus de 600 ans. Les chroniques du grand empire de Vijayanagar le décrivent comme un important centre de pèlerinage. Des Vix au siècle. Pendant tous ces siècles, aucune colonne ne bouge. Aucun encorbel ni plafond voûté ne s'est fissuré. De plus, les matériaux utilisés ne sont que du granit simple, il n'y a aucun signe de renforcement. Présence de fixation métallique à l'intérieur des blocs de pierre. Au milieu du X siècle, le célèbre ingénieur britannique George Mood s'est spécialement rendu à Lepakshi dans le but de percer ce mystère. Il avance les théories selon laquelle les colonnes étaient installées et utilisent une astucieuse technique d'équilibrage. Selon lui, tout le poids de la structure est réparti sur un complexe système d'arcades. Et le petit espace entre les bases de la colonne et le sol est le résultat d'un équilibre des forces parfaitement calculé. Cependant, après une tentative d'effectuer des travaux de réparation de renforcement, la voûte de pierre a failli s'affaisser, la colonne elle-même a presque chuté. Depuis l'autre, personne n'ose toucher cette colonne. Les bâtisseurs locaux s'appuyant sur d'anciennes légendes racontent que la colonne était initialement installée dans un système unifié avec 66 autres supports, et que chacun d'eux répartit les charges de manière à ce que toutes les structures du temple restent solides. Cependant, il n'est toujours pas possible d'expliquer comment les anciens maîtres ont réussi à calculer, obtenir un équilibre aussi parfait avec une telle précision. Sont disposés d'équipements de mesure et de calcul modernes. Le plus étonnant est que même les mesures effectuées à l'aide de niveaux laser de haute précision, apportées par des chercheurs de Londres et de New York, on montre que l'espace sous les bases de la colonne est resté inchangé pendant de nombreuses décennies, mesurant à peine environ 2/10 de pouce. Parmi d'autres recoins de ce temple, on trouve d'autres éléments qui semblent également défier les lois de la gravité. Par exemple, dans la salle de danse rituelle, un balcon en pierre complexe est soutenu par des colonnes si fines que les ingénieurs modernes refusent de croire que leur capacité supporte une telle charge. Des structures à poutres ordinaires avec de tels paramètres se seraient effondrées depuis longtemps sous leur propre pouls ici.
Elle reste totalement intacte depuis des siècles. Ainsi, ce n'est pas seulement le phénomène de la colonne flottante qui déroute les scientifiques, mais aussi les structures de l'ensemble du complexe temple, les bases de toutes les constructions et les méthodes dites de maçonnerie sec. Aucun ciment n'a été utilisé, les blocs de pierre massifs sont parfaitement ajustés les uns aux autres et sont maintenus exclusivement par leur propre poids et force de gravité. Mais dans le cas de la colonne suspendue, l'application des lois classiques de la physique aurait dû entraîner la destruction. N'était-ce les prise en compte certaines propriétés mystérieuses de la roche elle-même de ce disposition? Certains chercheurs émettent l'hypothèse que le bloc d'origine pour cette colonne a été sélectionné pendant de nombreuses années depuis taille, c'est une forme strictement définie, visant à atteindre un équilibre absolu lors de l'installation, ni avant ni après la création de ce temple. Personne n'a réussi à reproduire quelque chose de similaire. Les pèlerins déposent des fleurs au pied de la colonne flottante. Les mariées indiennes accomplissent une circumambulation rituelle autour d'elle, demandant des bénédictions pour une vie conjugale longue et heureuse. Il existe une croyance selon laquelle si l'on touche l'interstice ou la colonne que l'on fait, un vœu qu'il se réalisera inévitablement. Mais pour le monde scientifique, ce ne sont pas les superstitions populaires qui sont les plus importantes, mais un phénomène physique réel, dont il n'existe pas d'équivalent dans toute l'histoire connue de l'architecture. Lorsque les rayons du soleil pénètrent à travers les fenêtres sculptées du temple, on a l'impression que toute cette massive structure défie réellement les forces de gravité. Cependant, ce temple unique n'est qu'une partie d'un mystère bien plus vaste et complexe, car sous les couches séculaires de la terre, juste sous les fondations des anciens sanctuaires, se cache quelque chose d'encore plus mystérieux, un vaste réseau de véritables labyrinthes souterrains. On aurait pu chercher refuge puis cacher des trésors inestimables, dont ne se doutent même pas les plus audacieux aventuriers. Dans les nombreux temples indiens, littéralement chaque pierre est enveloppée d'anciens mystères. Il existe des lieux où les touristes ne se rendent que très rarement, par exemple sous les temples de Jain dans l'état du Karnataka. C'est un réseau complexe de tunnels et de galeries de salles, dont l'existence n'est mentionnée ni par les guides habitués ni par les guides touristiques. L'entrée de ces souterrains se trouve des portes massives finement sculptées, derrière lesquelles commencent des couloirs plongés dans l'obscurité, s'enfonçant profondément sur des dizaines de pieds. Les premiers archéologues qui ont réussi à accéder à ces souterrains au début du XIe siècle ont dû descendre utilisent uniquement des torches et des cordes. Il n'était pas question d'électricité. Ici, ils progressaient à travers des passages étroits taillés de roches, dont les murs étaient recouverts d'images d'animaux inconnus et de guerriers tenant des armes inhabituelles que l'on identifiait. Certaines sections du labyrinthe se sont avérées si étroites que même des spéléologues expérimentés s'y retrouvaient coincés. Ces labyrinthes comprennent des dizaines de salles distinctes, des espaces spacieux équipés de collecteurs de tunnels spéciaux, probablement destinés à des déplacements dissimulés. Le couloir principal commence directement sous l'autel principal du temple, puis se ramifie dans différentes directions, formant un réseau complexe d'une longueur totale de plus de 300 pieds. Par endroits, des marquages anciens ont été conservés sur les murs, des symboles forme de triangles, de cercles et de flèches et qui, comme on le suppose, ce cervelle s'oriente dans le labyrinthe. Elle doit ne pas se perdre. Cependant, toutes les ramifications de ce système n'ont pas été entièrement explorées. Certains tunnels se sont effondrés, d'autres se sont retrouvés inondés par des eaux souterraines, et d'autres encore s'enfoncent simplement dans une obscurité absolue et impénétrable. Même avec un éclairage moderne, il est facile de perdre son orientation dans l'espace. Les habitants locaux racontent encore des histoires effrayantes de courageux qui ont osé descendre d'où ces profondeurs et n'en sont jamais revenus. Une attention particulière des chercheurs est attirée par ce que l'on appelle les salles refuges de vastes pièces équipées de portes épaisses et de conduits de ventilation étroits. Les murs de ces pièces sont revêtus de dalles de pierre épaisses, et entre les dalles sont dissimulées des grilles de bronze. Dans l'une de ces salles, on a découvert des traces d'anciens foyers, des restes de nourriture et même plusieurs pointes de flèches rouillées. Selon les estimations des historiens, des dizaines de personnes auraient pu y trouver refuge pendant une longue période. La nourriture et l'eau étaient probablement stockées dans des récipients céramiques spéciaux, dont certains ont été découverts sous des tas de sable. Pour assurer que les ventilations des puits verticaux menant de surface étaient utilisées, mais ils étaient habilement dissimulés sous des meules ordinaires ou des éléments décoratifs comme des statues. Pendant la saison sèche, un escalier secret a été découvert menant plus profondément. À un nouveau niveau, il s'est avéré qu'il y avait tout un système de pièges sous le temple fausse porte. Passage sans issue puis caché avec des pieux acérés au fond. Certains pièges s'activaient sous le poids d'une personne, il suffisait de marcher sur une dalle pour qu'une porte de pierre massive se referme instantanément derrière vous. Il est difficile d'imaginer comment un tel complexe défensif a pu être créé de brani. Technologie actuelle. Selon les légendes locales, les labyrinthes de Gigantum ne contenaient pas seulement des trésors. Des prêtres et des souverains y trouvaient refuge pendant les périodes de guerre et de raid. Des cachettes d'armes ont été découvertes de bols souterrains, des épées massives de plus de 4 pieds de long, des boucliers ainsi que des pointes de lance. Tous les échantillons d'armes étaient soigneusement disposés dans des niches en pierre à côté.
trouvé d'anciens rouleaux de feuilles de palmute non déchiffrés à ce jour. Dans l'une des galeries, les chercheurs ont identifié une statue d'une créature mystérieuse. Son apparence, moitié lion, moitié poisson. Des écrits ont été trouvés à la base de la statue, dont les formes ne ressemblent à aucun alphabet connu. Dans certaines pièces, les murs sont ornés de fresques des représentations de bataille, d'objets volques inhabituels, ainsi que de figures humaines masquées vêtues de costumes absolument étrangers aux coutumes locales. Les plafonds de plusieurs salles portent des cartes stellaires, réalisées avec une telle précision que les astronomes de jour ont pu déterminer partir dès l'apparence du ciel nocturne. Il y a des milliers d'années au-dessus de l'Inde. On trouve dans les pièces des artefacts tout à fait atypiques du fil de bronze fin, des récipients de cristal avec acédimes non identifiés, des morceaux de minéraux bruts. Plus près de les sorties du labyrinthe, de petits hôtels ont été trouvés, sur lesquels reposent encore aujourd'hui des fragments de récipients recouverts de poussière d'or. Toutes les découvertes sont méticuleusement documentées par des expéditions de Londres, Boston et Delhi. Malgré tous les efforts, personne n'a pu percer le but exact de l'ensemble du système. Le sol de certaines salles est recouvert d'épaisses couches d'herbes sèches, tandis que dans d'autres s'ouvrent des signes ressemblant à des coordonnées et des codes. Les archéologues sont toujours incapables d'expliquer d'où les anciens bâtisseurs tiraient des plans aussi complexes et comme ils coordonnaient les travaux sous terre, parfois au milieu de la poussière et des pierres. Les scientifiques ont trouvé des récipients avec des couvercles hermétiques. Dans l'un d'eux se trouvait de l'eau dont l'âge dépassait 700 ans. Les analyses ont montré que l'évaporation avait été empêchée par la structure particulière du récipient. On a également découvert des miroirs de bronze d'une polissage impeccable, qui éclairaient les hauts couloirs par la lumière réfléchie sans nécessité de femmes nues. Le plus surprenant est que malgré toutes les recherches menées, aucune salle souterraine n'a été pillée ou gravement endommagée.